Taeyo, un simple perdant, perd sa famille dans un accident et sombre dans la dépression jusqu'à ce que son ami d'enfance l'aide à aller mieux. Mais quand il découvre qu'elle vient d'une famille d'assassins et que sa vie est menacée, il s'entraîne sans répit pour devenir invincible et élimine ses ennemis afin de la protéger. Tout commence le jour où Taihyo a un accident de voiture qui tue ses parents. Aux funérailles, il réalise la fragilité de la vie et décide de s'isoler. Mais son ami d'enfance, Matsumi, lui prend la main et lui promet de ne jamais le quitter. Quelques semaines plus tard, Tayo est à l'école quand ses amis lui proposent de sortir, mais il refuse, peur de s'attacher. Après leur départ, Matsumi lui apporte son déjeuner et lui dit qu'elle s'inquiète de le voir toujours seul. Mais Tayo lui dit qu'elle est pareille, car elle rejette tous les garçons. Ignorant ses plaintes, elle le nourrit de force, mais le proviseur adjoint Kyoichiro apparaît soudainement et lui vole une bouchée, disant adorer sa cuisine, ce qui l'agace. Il se tourne ensuite vers Tayo et lui dit de venir à son bureau après l'école, et Tayo s'inquiète, pensant être en difficulté. Une fois les cours terminés, Tayo rencontre Kyoshiro dans son bureau et l'homme commence à lui montrer des photos de Matsumi sur son portable, laissant Tayo se demander s'il est un harceleur flippant. Il lui montre aussi une vidéo de lui tabassant un gars qui a avoué ses sentiments à Matsumi, et Tayo commence à suer, pensant être le prochain. Comme prévu, Kyushiro lui met un couteau sous la gorge et Tayo commence à penser que la vie et la virginité de Matsumi sont en danger. Cependant, Kyushiro révèle que Matsumi est en fait sa sœur, laissant Tayo choquée. À ce moment-là, une fille aux cheveux blancs entre dans la pièce et utilise une grenade flash lui permettant d'emmener Tayo. Plus tard, Tayo se réveille entourée de Matsumi et de gens très mystérieux, le faisant bondir du canapé. Il leur demande qui ils sont et Bituzumi lui dit qu'ils sont tous ses frères et sœurs, à commencer par Futaba aux cheveux blancs, Shinzo le Zoro en herbe, Tochian le nerveux, Kengo le garçon Benenko et Nano la scientifique folle. Elle lâche alors la bombe. Ils sont tous des espions, mais Tayo est tellement sidéré qu'il croit à une blague. Après l'avoir assuré que c'est réel, ils lui disent que Kyoichiro est l'aîné de la famille et le meilleur espion du pays. Quand Tayo demande pourquoi Kyoichiro lui en veut, Futaba explique que par le passé, Matsumi a failli mourir par la faute de Kyoichiro et il est obsédé par sa protection depuis. Récemment, ils ont reçu un tuyau anonyme selon lequel quelqu'un en veut à Matsumi et Kyoichiro pense que c'est Tayo, c'est pourquoi il veut le tuer. À ce moment-là, une alarme retentit, ce qui signifie que Kyushiro est revenu pour achever Tayo. Futaba promet à Tayo qu'ils le protégeront et qu'ils ont des pièges partout, mais elle révèle aussi que Kyushiro est le plus fort et qu'il pourrait quand même gagner. Pour garantir sa sécurité, elle suggère qu'il épouse Futaba avec leurs anneaux de famille car il est interdit aux Yozakura de tuer un membre de la famille. Mais Sumi rejette vite l'offre car elle comprend le traumatisme de Tayo. Mais Taeyo se sent tiraillé alors que le groupe élabore une stratégie pour arrêter Kyoichiro. Ils ont remarqué qu'il est déjà là. Il dit nonchalamment à Shinzo qu'il a détruit tous les pièges et déclare aussi qu'il doit éliminer Kyoichiro pour la sécurité de Matsumi. Cependant, Futaba le plaque au sol et le combat commence, chacun d'eux faisant de leur mieux pour l'arrêter. Bien qu'il soit très puissant, il les domine tous avec son arme spéciale. Pendant ce temps, Kango et Matsumi aident Taeyo à se cacher derrière un tableau et Matsumi lui promet qu'elle le protégera. Peu après, Kuchiro les rattrape après les autres et trouve Matsumi protégeant Taeyo de son corps. Kyushiro sent quelque chose d'étrange et attaque Matsumi, la bat instantanément et découvre que c'était Kango déguisé. Il regarde ensuite en direction de Taeyo et exige qu'il le livre, incitant Matsumi à retirer son déguisement. Elle lui rappelle que Taeyo est son ami d'enfance et ne lui ferait jamais de mal. Voyant la détermination de Matsumi, il accepte de laisser partir Tayo à condition qu'elle ne quitte jamais la maison ni n'ait de vie sociale. Alors qu'il divague comme un fou sur son désir de la protéger, Matsumi réalise qu'elle sera privée de sa vie normale mais fait quand même le sacrifice pour protéger Tayo. Cependant, Tayo sort de sa cachette au péril de sa vie et dit à Kyushiro de la laisser tranquille. Il lui demande ensuite de l'épouser pour que cet idiot cesse de la déranger. En rougissant, Matsumi lance une moitié de son anneau à Tayo, mais Kyuchiri utilise ses fils pour le retenir avant qu'il ne le mette. Cependant, Tayo se souvient de toutes les fois où elle l'a protégé et force le passage à travers les fils de Kyushiro, promettant de la protéger aussi. Malgré sa main blessée, il s'empare de l'anneau et le met, devenant officiellement son mari.
Alors que Kyoichiro est sous le choc, Matsumi court embrasser Taiyo et tous les autres se joignent pour célébrer son arrivée dans la famille. Le lendemain, Taiyo se réveille dans sa chambre et trouve Kyoichiro le dominant avec un couteau, ce qui le terrifie. Quand il demande pourquoi Kyoichiro essaie toujours de le tuer, Kyoichiro révèle qu'il l'entraîne en fait à devenir espion. À ce moment-là, il retient Taiyo avec ses fils et Matsumi entre dans la pièce pour le trouver manipulé par son frère psychopathe. Après qu'elle lui ait jeté un regard froid, Kyuchiro les emporte par la fenêtre et la maison explose derrière eux. Plus tard, Kyuchiro explique que quelqu'un avait piégé sa maison pour faire exploser Matsumi car elle est la chef des Yozakura. Il explique ensuite l'histoire de la famille qui a produit des génies sur des décennies. Mais il y a une personne normale par génération saluée comme chef. Sans super pouvoir propre, la progéniture hérite des pouvoirs des gènes Yozakura. Cela fait de Matsumi la chef légitime et la bouée de sauvetage de la famille, qui doit être protégée à tout prix. Cependant, il n'est pas content car elle a épousé un vaurien comme Taiyo qui va sûrement mutiler leur gène sacré. À ce moment-là, la voiture est prise en embuscade par des militaires et Taiyo panique. Cependant, Kiro et Matsumi agissent comme si de rien n'était et lui demandent de se détendre car leur chat les conduira en sécurité. Cependant, quand son thé est renversé, il grimpe finalement sur la voiture et utilise ses fils pour éliminer l'ennemi. Après cela, il dit à Taiyo qu'il doit accepter la mission de protéger Matsumi avant de lui tendre une arme. Il lui dit aussi qu'un poseur de bombes, Tamiya, en veut à Matsumi et malgré ses bombes géniales, il poste ses plans sur les réseaux sociaux. Il tire ensuite les joues de Taiyo et le prévient que si quelque chose arrive à Matsumi, il fera personnellement exploser une bombe dans ses fesses. Plus tard à l'école, Taiyo surveille Matsumi de près, mais quand ses amis l'entourent pour lui proposer de sortir, son traumatisme le fait s'évanouir. Il se réveille bientôt avec Matsumi à ses côtés et il commence à penser qu'il n'est pas fait pour elle, étant une mauviette incapable de la protéger. Cependant, elle le gifle et dit que c'est elle qui l'a choisi et qu'elle a toujours voulu l'épouser. À ce moment-là, il lève les yeux et voit une bombe scotchée au plafond et elle explose avant qu'il ne réagisse. À ce moment-là, Taihyo réalise qu'il était suivi et qu'une bombe est attachée à lui. Sans perdre de temps, Taihyo saute du bâtiment, mais Kyuchiro le retient avec ses filles et désactive la bombe à la dernière seconde. Il le félicite ensuite pour sa première mission et lui promet que quoi qu'il arrive, les Yozakura le protégeront. Plus tard, Kango, Nano et Shinzo amènent un Tamiya enchaîné. Alors, Kyochiro le jette en l'air avec sa bombe et le fait exploser. Le lendemain, Taiyo se rend dans la chambre de Futuba et la supplie de le rendre plus fort pour protéger Matsumi. Quand elle lui dit qu'il deviendra plus fort, Taiyo insiste pour accélérer car il peut mourir n'importe quand. En entendant cela, elle révèle que même avec ses pouvoirs, il lui a fallu 3 ans pour maîtriser le Jujitsu, ce qui signifie qu'il faudra plus de temps à Taiyo, car c'est un idiot sans talent. Cependant, elle respecte sa détermination et lui offre un entraînement Yuzakura intensif s'il survit ici 1 mois. Il accepte car il n'a pas de maison de toute façon et quand il manque de tomber dans des pointes mortelles, elle lui dit que tout le manoir est piégé pour l'entraînement d'espionnage. Elle lui rappelle une fois de plus qu'il doit vivre 1 mois et Taihyo réalise enfin ce qu'elle voulait dire. Le lendemain, il se réveille avec un réveil qui est aussi une bombe. Alors, il court dans le couloir où il active des tourelles et des pièges de feu. Il est grillé en arrivant à table et quand il demande à Matsumi comment elle vit ici, elle dit que les pièges ne s'activent pas pour elle. Shion ajoute qu'une fois la maison accepte un membre, les pièges se désactivent. Elle révèle aussi que tous sont contrôlés par un ordinateur et il doit tous les désactiver pour être accepté. À ce moment-là, Teo commence à se sentir un peu malade et apprend que la nourriture est aussi un entraînement, les repas sont empoisonnés pour la tolérance. Quand il essaie de se précipiter aux toilettes, il trouve la porte lourdement verrouillée et Shion explique qu'il doit crocheter les serrures pour l'utiliser. Avec cela, la vie chaotique de Taiyo commence au manoir Yozakura et cela le laisse épuisé en permanence. Une nuit, il trouve Matsumi endormi sur son bureau et cela le motive à s'entraîner encore plus dur. Cependant, il la réveille accidentellement et elle lui demande de ne pas être si dure. Quand il dit qu'il doit le faire, elle se souvient qu'elle était harcelée à cause de ses cheveux argentés et Taiyo était le seul à l'avoir aidée. Il la protège depuis des années, alors elle l'assure qu'il n'a pas besoin de se surmener. 3 semaines plus tard, Taiyo s'habitue aux pièges et se déplace facilement. Cependant, il n'est toujours pas habitué à la nourriture empoisonnée et à la serrure des toilettes, ce qui le fait s'évanouir. Dans le laboratoire de Nano, Taiyo dit qu'il doit continuer
continuer car il ne lui reste qu'une semaine avant l'entraînement de Futaba. Mais elle retire la fausse peau qu'il portait pour cacher ses blessures et lui dit qu'il n'y arrivera pas s'il continue ainsi. Quelques jours plus tard, Tadeo parvient à crocheter la porte des toilettes et son anneau brille, indiquant qu'il est accepté dans la maison. Futaba accepte de l'entraîner tandis que Shion et Shinzo décident d'augmenter la difficulté des pièges. Le lendemain, Taiyo et Matsumi marchent vers l'école quand un ballon est lancé vers eux. Sentant le coup, il l'attrape sans regarder et le renvoie avec une puissance immense, indiquant sa promotion de Sakura à Sasuke. Plus tard, pendant la pause déjeuner, Matsumi lui dit qu'il est devenu surhumain grâce à son entraînement, alors il devrait cacher sa force. Cet après-midi-là, Taiyo l'aide avec une tonne de paperasse et ne peut pas suivre car elle a une machine derrière le bureau. À ce moment-là, elle remarque que Kango a manqué un rapport, alors il se dirige vers la chambre de Kango où il trouve une montagne de linge sale. Quand Kango agit nonchalamment et leur montre son zizi, Matsumi s'énerve et menace de le discipliner. Kango prend son air sérieux et essaie de s'enfuir, mais Matsumi active le confinement du manoir. Elle emmène ensuite Taiyo dans sa chambre pour trouver Kango et Taiyo est surpris d'apprendre qu'elle a beaucoup de passe-temps. Après cela, ils vérifient avec Shino, Futoba et Nano, mais il est introuvable. Enfin, ils se rendent dans la chambre de Kishiro qui est remplie de photos de Matsumi et elle ne prend même pas la peine de vérifier. Alors qu'ils retrouvent les autres dans le couloir, ils aperçoivent Kango cachant un tableau, alors ils s'enfuient. Taito le poursuit en premier et quand Matsumi le rattrape, Taito lui dit que Kengo s'est échappé. À ce moment-là, elle désactive le confinement et emmène Taiyo dans la chambre de Kengo juste avant de lui passer les menottes. Elle révèle ensuite que Kengo la laisse toujours passer en premier, mais il ne l'a pas fait, ce qui a révélé sa couverture. Kengo se souvient que leur mère lui a demandé de toujours prendre soin de Mitsumi. Choqué qu'elle ait tant grandi, il enlève son masque et admet sa défaite. Après cela, elle fait chercher le papier manquant à Kango et Taiyo et sourit en les entendant s'entendre. La nuit, Matsumi offre à Taiyo un savoureux riz au curry, mais leur moment est interrompu par un appel de Shinzo qui se met à pleurer. Il s'avère qu'il était en mission et à court de munitions et d'armes, et c'est une mauviette sans aile. En entendant cela, Matsumi envoie Taiyo le secourir pendant qu'elle reste en ligne pour calmer Shino. Alors que Taiyo s'approche, il sent un pistolet sur sa nuque et grâce à son entraînement, il désarme le voyou. Alors que d'autres apparaissent, il les gère avec expertise et utilise son taser pour éliminer le dernier. Finalement, il atteint la pièce où Shino se cache et lui donne des armes supplémentaires, faisant verser des larmes de joie à Shino. À ce moment-là, des voyous entrent et Shino active son mode aura pour les éliminer. En sortant, il abat des dizaines d'hommes en un éclair et se dirige vers la sortie, mais Taiyo est touché à la jambe par un sniper. Shino est forcé de laisser tomber ses armes pour lui sauver la vie, mais Taiyo lui lance une fourchette et Shino l'utilise pour éliminer le sniper. Après cela, Shino porte Taiyo sur son dos et les deux se lient d'amitié lors de leur première mission. Quelques nuits plus tard, Taiyo rentre chez lui quand un homme à la tête rasée lui demande de discuter. Il sort son insigne de police et se présente comme CG, alors Taiyo accepte de l'accompagner. Plus tard, il montre à Taehyo une vidéo de ses frasques avec les Yojikura. CG comprend qu'une mauviette comme lui ne peut pas faire ça, alors il croit qu'il est lié à une organisation secrète qui le soutient. Il demande à Taehyo de dénoncer ses contacts, mais quand il refuse, il lui fait boire un verre d'eau piégé. Cependant, Taiyo crache l'eau grâce à un gadget à sa gorge et affirme ne rien savoir. À ce moment-là, CG commence à l'attaquer avec un marteau et Taiyo recule dans un sac mortuaire d'un trafiquant que CG avait jeté. Il tient ensuite Taiyo par la gorge et le pousse à cracher le morceau, mais Taiyo aperçoit le fil de Kyushiro et réalise que c'est un test. Il dit sans détour à CG qu'il préférerait mourir, alors le gars lui donne un coup. Taiyo esquive et le mur s'effondre, révélant Kyoichiro qui révèle ensuite que CG est son camarade engagé pour tester la loyauté de Taiyo. Le lendemain, Kyoichiro remplace un professeur absent et remarque que Taiyo a l'air malmené. Zut, Taiyo est encore fatigué du test d'hier soir et décide de faire la sieste, mais Kyuchiro lui envoie un choc à la vitesse d'une balle pour le réveiller. Il utilise ensuite le code Morse pour parler d'un état de semi-conscience et Taiyo jure de l'atteindre. En entendant cela, Kyuchiro utilise une pilule spéciale pour assommer tout le monde et lui lance de la craie. Quand Taiyo les détruit avec son pistolet dans son sommeil, Kyuchiro déclare qu'il a en fait atteint l'état de semi-conscience.
Le lendemain, Taihyo réalise qu'il n'a pas eu un moment avec sa femme et décide de l'inviter, mais il est interrompu quand Seiji l'appelle pour une mission, peu après qu'il atteint un parc des amoureux où il doit appréhender un couple armé. Alors qu'il regarde autour de lui, Matsumi arrive avec des boissons et dit que ce serait plus naturel s'il venait en rendez-vous. Taihyo panique parce que c'est dangereux, mais elle lui dit d'arrêter de s'inquiéter car elle est une femme forte. Après cela, ils observent de nombreux couples et les éliminent, tout en Matsumi profite des manèges. À la fin, ils trouvent un couple toxique qui se bat et décident de le résoudre avec des armes, mettant tout sens dessus-dessous. Taihyo les élimine immédiatement avec son taser et les fait arrêter, complétant ainsi la mission. Après cela, Taihyo et Matsumi retournent au parc d'attractions pour passer du temps ensemble, et Taihyo a enfin l'occasion de lui offrir une rose cueillie toute la journée. Cela la fait rougir fortement et les deux se tiennent la main en regardant le coucher de soleil. Quelques jours plus tard, Shion remarque que quelqu'un a piraté son ordinateur et le débranche vite pour empêcher le vol de données précieuses. Mais le hacker parvient à voler des photos de Taihyo. Le lendemain matin, Shion entre dans les couloirs, l'air d'avoir bu une douzaine de verres, et raconte nonchalamment à Taihyo le piratage, ce qui le met sur les nerfs. Plus tard, Taihyo accompagne Matsumi à l'école et quelqu'un l'attaque avec des aiguilles, alors il prend Matsumi et se cache dans une ruelle. Alors qu'il sort son pistolet, l'assassin l'attaque d'en haut et le prend au dépourvu. Après qu'il ait bloqué son attaque, elle s'humidifie et lui avoue son amour juste avant de lui dire de mourir. À en juger par son style et sa phrase fétiche, Matsumi la reconnaît comme la chasseuse d'hommes Ayaka. Il s'avère qu'elle est une espionne célèbre qui tue les hommes dont elle était prise avec 1000 aiguilles. Ayaka montre ensuite ses photos après qu'il ait eu une énorme prime sur sa tête, et elle est amoureuse de lui car il nettoie toujours après une mission. Taihyo lui dit qu'il ne peut pas mourir car il est marié à Matsuki et cela brise le cœur d'Ayaka. Elle dit qu'elle a eu un laissez-passer de Kyoichiro pour tuer Taihyo, mais il lui a strictement dit de laisser Matsuki en dehors, c'est pourquoi elle doit se retirer pour l'instant. Le lendemain, elle se retrouve étudiante, transférée dans sa classe et essaie de l'assassiner, mais il bloque son aiguille avec son livre. Après cela, elle fait plusieurs tentatives sur sa vie, mais échoue à cause de la superconscience de Taihyo. À la fin, elle utilise ses aiguilles pour contrôler la classe et leur ordonne de retenir Taihyo. Avant qu'elle ne puisse attaquer, un assassin avec qui elle a un différend apparaît et lui tire dessus, mais Matsumi la repousse. Quand Taihyo voit la balle effleurer Matsumi, il échappe vite à la contrainte et élimine l'homme, laissant Ayaka sous le choc. À partir de ce moment, Ayaka tombe amoureuse de Matsumi et s'accroche à elle, déclarant qu'elle veut toujours tuer Rayano pour être la sœur ciseau de Matsumi. Plus tard, Shior invite Taihyo dans sa chambre pour lui montrer une copie de Super Mario qu'elle a développée. Pendant qu'il joue, il arrive à un niveau où il doit arrêter un train en spammant des boutons et il y parvient à peine. À ce moment-là, il apprend qu'un train détourné a été soudainement arrêté et apprend que Shion crée des jeux à partir de ses missions réelles. Elle lui fait jouer une autre mission pendant laquelle Ayaka pirate et essaie de voler plus de données. Cependant, ils parviennent à la tenir à distance et à accomplir la mission, permettant à Shion de pirater Ayaka en retour. Quelques jours plus tard, Taihyo fait semblant d'être Eddie Hall quand Nano l'appelle et explique qu'il est en mission pour neutraliser des scientifiques développant une arme biochimique. Après l'avoir obtenu, il décide de l'avaler car son corps neutralise facilement les poisons. Avec un poison de cette ampleur, il lui faudra 3 heures pour récupérer et c'est pourquoi il a besoin de Taihyo pour venir le chercher. En entendant cela, Taihyo s'habille immédiatement et atteint le laboratoire où il trouve plusieurs gardes blessés et un système de sécurité violé. Il a le sentiment que Nano n'a pas fait cela et c'est alors que 2 assassins, Inajiku, Tsui et Oga, font leur apparition. Ensemble, ils sécurisent le laboratoire et parviennent à la chambre où Nano dort, et Oga explique que leur mission inclut l'élimination de Nano. Quand Taihyo demande pourquoi, Tsui explique que Nano a digéré l'arme, et son élimination est cruciale pour la sécurité nationale. Taihyo refuse de céder le passage, mais Taihyo se déplace à la vitesse de l'éclair et le tranche en un clin d'œil. Alors que Taihyo reste là, gisant et saignant abondamment, Nanao se réveille soudainement et présente un test cutané, prouvant ainsi que l'arme ingérée est complètement détoxifiée. En entendant cela, Siu déclare la mission un succès retentissant, remettant à Nano une pommade cicatrisante pour Taihyo avant de quitter le laboratoire. Plus tard, Taihyo se réveille, Kyoichiro lui annonçant qu'il a fait la une des journaux, qualifié d'idiot incompétent. Il lui rappelle aussi que son incompétence a bien failli envoyer Nano ad patres, mais Matsumi entre dans la pièce et lui assène une tape sur la tête pour avoir ainsi tourmenté Taihyo. Taihyo reconnaît son erreur et désire ardemment se racheter, alors Kyoichiro l'envoie de l'espionner Sui.
Quelques jours après cela, Taeyo suit Tsui dans les transports publics et lui dit qu'il est venu pour apprendre à ses côtés. Tsui accepte qu'il fasse ce qu'il désire s'il parvient à le suivre. Alors que Tsui démontre sa technique de super vitesse, là où marche sur les fleurs, Taeyo utilise le parcours pour le rejoindre. Cependant, Tsui utilise une autre technique d'épée redoutable pour détruire son armure de fortune et la police arrive aussitôt pour arrêter Taeyo, le prenant pour un exhibitionniste. Après cet incident, Taeyo suit Tsui à la trace partout où il se rend et Tsui ne cesse de déchirer ses vêtements. Plus tard, il les aide à affronter quelques voyous et quand Tsui essaie de détruire ses vêtements, Taeyo réussit presque à esquiver son attaque fulgurante. Quand Oga le souligne, Tsui s'agace et les attaque tous les deux sans distinction. La même nuit, il trouve Tsui en train de polir une pierre et affirme que c'est la pierre tombale d'un être cher. Tsui est impressionné par sa ténacité et accepte de le défier en duel, loyalement. Mais il ajoute aussi que Taeyo ne pourra jamais atteindre sa force. Sur ce, Tsui lance son attaque une fois de plus, mais Taeyo réussit à la bloquer, ayant développé une mémoire musculaire à force d'être frappé par elle toute la journée. Grâce à cet exploit, il gagne le respect de Tsui, c'est certain. Mais l'article le montrant courant nu dans une gare lui fait perdre toute crédibilité auprès du public. Quelques jours après, Matsumi demande à Taeyo de porter un de ses sacs et l'emmène dans un parc où il retrouve Tsui qui s'incline devant elle avec un profond respect. Il la conduit ensuite à Hinajiku Calf, le repère secret de son agence. En fait, dès leur arrivée, ils sont assaillis par une multitude de pièges. Et tandis que Tsui protège Matsumi avec ferveur, Taeyo est laissé à son propre sort. Alors qu'ils parviennent au niveau le plus bas, l'idiot est sur le point d'être écrasé, mais une femme imposante, Rin, le sauve in extremis. Ensuite, ils se rassemblent pour déguster le gâteau apporté par Matsumi. Et Taeyo réalise alors que sa mission n'était que de transporter des provisions pour leur goûter. À cet instant précis, Kyuchiro détruit leur mur, persuadé qu'ils ont enlevé sa sœur, ce qui déclenche une violente bagarre entre lui et Rin. Quand l'immeuble entier menace de s'effondrer, Tsui décide d'intervenir personnellement pour les arrêter, mais même un homme de sa trempe est projeté comme une vulgaire mouche. Finalement, Matsumi s'interpose pour mettre fin à la bagarre, mais Taeyo la pousse hors de danger pour encaisser les coups des deux côtés. Ensuite, Matsumi attache Kyoichiro solidement, tandis que Rin explique à Taeyo qu'elle a besoin de lui pour espionner un politicien, Yoshi. Il se trouve que Yoshi est un véritable fléau qui a utilisé ses espions triplés pour s'imposer au sommet, et maintenant il prépare un spectacle pyrotechnique anticipé pour le nouvel an. Comme Yoshi recherche une assistante féminine, Rin le déguise en jeune femme et l'envoie à la soirée dansante de Yoshi pour recueillir des informations sur ses bombes. À la fête, Yoshi réalise un coup de publicité en protégeant ceux-là même qu'il a payé pour l'attaquer et simule une blessure grave. Alors qu'on l'emmène en ambulance, il célèbre déjà sa popularité grandissante, ignorant que Taeyo s'est également glissé dans le fourgon. Les jours qui suivent, Taeyo continue de les espionner, se faisant passer pour l'assistant de Yoshi, mais il ne trouve pas le moindre indice, ce qui le laisse complètement perplexe. C'est alors qu'il réalise que Yoshi et ses triplés ont une étrange habitude de faire des claquettes, et il comprend enfin qu'ils utilisent le code de Mercy pour leur communication secrète. En écoutant attentivement, il apprend qu'ils comptent placer des bombes lors d'une conférence avec leurs plus grands rivaux politiques sur scène. Le jour suivant, il éloigne la bombe de la scène avant son activation, mais Yoshi a déjà eu vent de ses agissements et révèle qu'il a dissimulé une seconde bombe. Au moment même où il l'active, il découvre que la seconde bombe était également piégée. Il ordonne alors à ses gardes triplés d'éliminer Taeyo sur le champ. C'est alors que Tsui fait son apparition et détruit leurs armes avant de leur annoncer qu'ils sont en état d'arrestation immédiate. Les triplés s'éclipsent aussitôt et Taeyo est chargé de conduire Yoshi à l'agence. Sur le chemin, Yoshi révèle à Taeyo que la mort de sa famille n'était pas un simple accident, le laissant profondément perplexe. Il pointe son arme sur Yoshi et exige qu'il révèle tout ce qu'il sait sur le champ, mais Yoshi lui répond seulement que ce monde est rempli de menteurs. À cet instant précis, il reçoit un appel de Tsui qui lui dit que le vice-ministre a été enlevé et que l'homme qui l'ont capturé n'était qu'un imposteur. Tsui demande à Taeyo d'interroger Yoshi sans tarder, mais l'homme se libère de ses entraves et laisse tomber sa boucle d'oreille, faisant exploser le fourgon. Après l'évasion de Yoshi, Tsui rappelle Taeyo pour s'assurer qu'il va bien, puis révèle que Yoshi est un espion légendaire, présumé mort il y a 6 ans, mais qui est apparemment toujours en vie. Pendant ce temps, Yoshi diffuse en direct sa rencontre avec le député au vu et au su du monde entier et se révèle enfin être l'espion légendaire. Il intime ensuite au député de révéler toute la vérité à tous ou de mourir de ses mains, mais l'homme préfère recevoir la balle. Juste avant que Yoshi ne presse la détente, Taeyo surgit et abat la caméra, coupant ainsi la diffusion en direct. Cependant, son pistolet taser est inefficace sur un humain à cette portée, alors il réduit la distance pour neutraliser Yoshi.
Malheureusement pour lui, cependant, Yoshi a toujours 2 coups d'avance, fort de ses décennies d'expérience, et le plaque facilement au sol. Taehyo demande la raison de ses actes et il révèle enfin que c'est son grand plan de vengeance. Plusieurs années auparavant, il avait terminé un contrat et était rentré chez lui pour célébrer l'anniversaire de sa fille bien-aimée. Cependant, sa maison fut détruite par le gouvernement qui cherchait à l'éliminer et sa fille finit par périr. Alors, il a simulé sa mort et a pris l'identité d'un politicien pour assouvir sa vengeance. C'est alors que Taehyo l'attaque de nouveau, mais ses triplés reviennent pour le protéger. L'homme lui offre des informations sur ses parents s'il se retire, mais Taehyo rejette la proposition, voulant empêcher de nouvelles morts. À cet instant, Sui arrive et le sépare des triplés sans effort, le laissant seul face à Yoshi désormais. Taehyo sort un couteau enduit d'un puissant sédatif, mais Yoshi, qui connaît déjà ses plans, poignarde Taehyo avec son propre couteau, le retournant contre lui. Pendant ce temps, les triplés révèlent leur pouvoir à Sui, confiant en leur travail d'équipe, mais Sui les domine aisément et décide de rejoindre Taehyo. C'est alors qu'il dévie un couteau d'un revers de son épée et perçoit une forte présence tout près. De son côté, Yoshi dit à Taehyo qu'il ne peut pas gagner, toutes ses compétences étant déjà connues de lui. Cependant, alors que Taehyo fonce vers lui, il utilise soudainement la technique de la marche sur les fleurs de Tsui, ce qui surprend Yoshi au plus haut point. Même avec toutes ces informations en tête, Yoshi est tout de même mis échec et mate et accepte sa défaite avec un sourire résigné. Par pur respect, il accepte de révéler à Taehyo la vérité sur sa famille. Mais l'homme est éliminé de manière inattendue par les dieux du scénario. Taehyo découvre une note dans sa main qui le conduit à un endroit où il trouve enfin ce qu'il cherchait. Il rentre ensuite chez lui dans les bras réconfortants de Matsumi et les autres le félicitent pour son travail accompli, ce qui lui arrache un sourire. Plus tard, il tient la boîte renfermant le secret de sa famille, et quand Matsumi lui demande de l'ouvrir, il hésite car il craint que sa vie ne soit bouleversée après avoir appris la vérité. Le voyant ainsi s'effondrer, Matsumi l'embrasse pour le ramener à son état normal et lui assure qu'il restera le même joyeux drill qu'il a toujours été. Elle lui assure également qu'elle restera toujours à ses côtés, quoi qu'il advienne. Alors Taehyo ouvre la boîte et y découvre un lecteur optique. Il rentre ensuite chez lui en compagnie de Matsumi seulement pour qu'Ayaka l'étrangle avec ses baguettes de batterie. Quand il demande la raison de sa présence, Matsumi révèle qu'Ayaka a rejoint leur famille en tant que nouvelle femme de chambre. Alors qu'Ayaka retire le lecteur optique de sa poche, Shion s'en saisit et révèle qu'il est malheureusement endommagé. Elle part donc le réparer. Ayaka lui annonce ensuite que la prime sur sa tête a considérablement augmenté et qu'elle prendra désormais des mesures extrêmes pour l'éliminer. Plus tard, Taehyo est sous la douche quand Ayaka surgit pour l'attaquer mais se fait électrocuter elle-même par un piège. La voyant souffrir, le côté protecteur de Taehyo s'éveille, alors il fait exploser le mur abritant la source d'alimentation du piège, ce qui le fait atterrir on ne sait comment sur elle. À cet instant précis, Kiyoshiro entre et suppose qu'il trompe sa sœur bien sûr, alors il le poursuit dans toute la maison armé d'un appareil de torture. Le lendemain, Taehyo se rend à une mission quand Matsumi le rattrape pour lui remettre son téléphone. Après qu'il l'ait rapidement saisi, Ayaka surgit et fond en larmes, persuadé qu'il trompe Matsumi. Plus tard, Taehyo et Matsumi promènent leur chat de famille, Goliath, et Taehyo apprend alors qu'il s'agit en réalité d'un loup de race pure au service de leur famille depuis des décennies. Matsumi demande ensuite à Taehyo de monter sur son dos, mais Goliath ne l'apprécie guère et le traîne à travers toute la ville. Alors qu'il s'arrête pour accorder une pause à Taehyo, Goliath remarque un individu ressemblant à Pennywise dans les parages et protège immédiatement Matsumi d'une explosion imminente. Cependant, il se retourne pour constater que Taehyo les a tous protégés de l'explosion en fait. Ensuite, Goliath utilise son flair pour localiser le coupable et le réduit en charpie. Plus tard, alors que Matsumi pense les blessures de Taehyo, il lui dit soudainement qu'ils doivent absolument rentrer chez eux, elle demande donc à Goliath de les ramener. Cette fois, Goliath lui permet de monter sur son dos et les ramène à la maison sans encombre. Ayako l'attaque immédiatement car elle possède une photo de lui avec une fille au café Inajuku. Mais avant que la situation ne dégénère, la même jeune fille arrive et se présente comme Momiji. L'homme qui l'accompagne est Kaworu, son acolyte, qui révèle que Taehyo leur avait demandé de se procurer le thé préféré de Kiyoshiro, ayant appris qu'ils en étaient à court. À ces mots, Matsumi ordonne à Kiyoshiro de s'excuser auprès de Taehyo, mais quand il refuse, elle le punit en faisant mordre Goliath. Le lendemain, après un entraînement intense avec Futaba, Taehyo rentre pour trouver Matsumi tenant un vieil album. À l'intérieur, ils découvrent une photo du jour où Nano a obtenu sa licence d'espion, mais Taehyo ignore totalement ce qu'est une licence d'espion. Futaba explique ensuite qu'il s'agit d'une adhésion délivrée par l'association des espions et ceux qui la possèdent bénéficient de toutes sortes d'avantages. Taehyo est intrigué et décide de tenter l'examen. Alors Kushiro lui rappelle que tous les membres de leur famille l'ont réussi du premier coup et s'il échoue, il sera envoyé ad patres. Plus tard, tout le monde se rend dans la chambre de Shion pour découvrir le nouveau programme qu'elle a développé, mais il s'avère que c'est un jeu d'horreur qui terrifie Futaba. Elle devient alors extrêmement paranoïaque de tout ce qui l'entoure, et le reste de la fratrie doit la surveiller toute la journée pour qu'elle garde la tête froide.
La nuit, tandis que Matsumi s'endort à côté de Futaba, Chijio lui lit une histoire qui la réconforte enfin. Elle révèle ensuite que sa mère lui lisait la même histoire autrefois, mais après son décès, Futaba a réalisé que malgré toute sa force, il y avait des choses qu'elle ne pouvait absolument pas contrôler. Ayant lui-même perdu sa famille, Taihyo essaie de la réconforter, ce qui la rend visiblement heureuse. Elle lui demande ensuite de quitter la pièce afin qu'elle puisse dormir, mais après son départ, elle caresse les cheveux de Matsumi et la remercie d'avoir introduit une âme si bienveillante dans leur famille. Le lendemain, Teiyo passe l'examen d'espion et obtient le meilleur score à la première phase haut la main. Cela fait de lui une cible pour les autres candidats, mais un garçon efféminé, Tsukiyo, le protège avant de flirter ouvertement avec Teiyo. Matsumi est furieuse de cette situation, mais Tsukyu continue de le provoquer et le traîne vers l'examen suivant. Là, Taiyo réalise un numéro digne d'Houdini en s'échappant d'un réservoir d'eau, mais Tsukyu le devance de justesse. Après cela, il participe à une épreuve inspirée de Vendredi 13, mais alors qu'il est sur le point d'être capturé, Tsukyu le sauve une fois de plus. Durant les épreuves suivantes, Tsukyu continue de surpasser Taihyo sans relâche jusqu'à la fin de l'examen où on leur demande de se rendre au hall principal. Là, ils apprennent que le bâtiment sera détruit dans quelques secondes et que les étudiants doivent courir jusqu'à l'autre extrémité. Sur le chemin, Taihyo est attaqué par un autre étudiant, mais Tsukyu revient le protéger une fois de plus. Cependant, le sol sous leurs pieds se brise et cette fois, c'est Taihyo qui finit par sauver la vie de Tsukyu. Accroché au rebord, Tsukyu lui demande de le lâcher, sinon il tombera aussi, mais Taihyo refuse catégoriquement. C'est alors que Taihyo utilise sa compétence de vent pour atterrir en toute sécurité, sans problème, et révèle qu'il est en réalité un espion de rang argent et le surveillant de cet examen. Il s'avère que cette course était un test d'humanité en fait, et Taihyo reçoit sa carte d'espion pour avoir risqué sa propre vie afin de le sauver. Plus tard, Taihyo rentre à la maison et toute la famille lui organise une immense fête pour célébrer son statut d'espion officiel. Plus tard, la maison Yozakura reçoit la visite de leur grand-père, Ban, un personnage haut en couleur qui prétend vouloir rencontrer son nouveau gendre. Quand il tente d'entraîner Taeyo hors de la maison, Kyushiro l'étrangle avec ses fils métalliques et révèle que Ban s'est évadé de prison juste pour venir ici. Ban explique que la véritable raison de son incarcération était d'obtenir des informations d'initiés auprès de certains détenus. Quand Kyushiro ordonne à Ban de retourner dans sa cellule, il s'échappe aisément de ses fils et utilise une bombe fumigène pour s'enfuir avec Taio. Plus tard, Kyushiro appelle Taio et lui demande de surveiller le vieil homme car il a la fâcheuse habitude de révéler des secrets d'État pour un rien. Alors que Taio tente de l'arrêter, il réalise qu'il n'est pas de taille face à ce vieil homme rusé et propose une trêve. Dans un bar, Ban lui raconte comment il était un voyou autrefois jusqu'au jour où une gothique, Miss Kaza, est apparue et lui a montré de l'amour véritable. À partir de ce moment-là, il a remis sa vie sur les rails, c'est vrai, mais il était trop tard quand il a réalisé que les bonnes personnes ne restent pas éternellement dans votre vie. Il dit ensuite à Taio de chérir chaque instant passé avec Matsumi car personne ne sait combien de jours il leur reste à passer ensemble. Taio lui assure qu'il aimera Matsumi chaque jour de sa vie et Ban réalise que ce petit fou est bien plus mature qu'il n'y paraît. Alors qu'il baisse sa garde un instant, sa femme, Keiko, apparaît et lui passe les menottes. Matsumi apparaît également et présente Keiko comme sa grand-mère et Taio panique car les paroles de Ban lui avaient fait croire qu'elle était décédée. Ban supplie Keiko de le laisser sortir pour une nuit car c'est leur anniversaire de mariage, mais elle le renvoie avec la police car ils ont du travail à faire. Quand Taio dit qu'il comprend le sentiment du vieil homme, Matsumi commence à rougir car elle a entendu ce qu'il avait dit à Ban un peu plus tôt. Elle lui prend ensuite la main avec un doux sourire, tandis que Ban tient la main de Keiko dans la voiture, lui aussi. Quelques jours après, Ban s'évade de prison et rend de nouveau visite à la famille, seulement pour découvrir qu'ils sont tous partis faire les courses. Là, Taio et Matsumi trouvent une petite fille perdue qui révèle que son père a été emmené par des voyous, hélas. Matsumi comprend la situation et les emmène au marché noir souterrain, où ils aident la petite fille à retrouver son père. Au moment où ils s'apprêtent à s'éclipser, ils sont encerclés par tous les voyous qui veulent encaisser la prime sur Taeyo. Avant qu'ils ne puissent agir, Kyoichiro et les autres arrivent et mettent tout le monde KO. Cependant, alors qu'ils sortent, le centre commercial entier s'effondre derrière eux et ils assomment Kyoichiro pour avoir causé des dommages excessifs, bien sûr. Plus tard, dans la soirée, Taio et Matsumi apprennent de Shion que le lecteur optique contient une liste d'invités pour la réception de mariage de ses parents, en fait. Puisque les parents de Taio figurent sur cette liste, Matsumi fond en larmes, persuadé que leur association avec les Yozakura les a fait disparaître. Elle lui dit qu'il devrait la divorcer pour se protéger lui-même, mais Taio la réconforte et lui promet qu'il ne la quittera jamais, quoi qu'il advienne. Il se tourne ensuite vers Shion pour avoir son avis et elle dit que ces données sont confidentielles et auraient dû être effacées depuis longtemps. Elle lui suggère ensuite de se rendre à la Bibliothèque des Morts, une organisation qui collecte des données sur les personnes disparues. Une fois sur place, Shion le prévient que la bibliothèque est protégée par une espionne de rang argent, et qu'elle le réduirait en charpie s'il faisait le moindre bruit. Manœuvrant avec la plus grande précaution à travers les sections, Taeyo localise le dossier de son père et y trouve une fente.
Dès qu'il insère le lecteur optique, le fichier révèle que sa famille a été exterminée par une organisation nommée Tanpopo. À cet instant précis, le fichier explose soudainement sans crier gare et Mei arrive rapidement pour l'éliminer. Taihyo tire rapidement sur un circuit avec son pistolet taser pour couper le courant électrique, mais Mei continue de le pourchasser même dans l'obscurité totale. Au tout dernier moment, Matsumi demande rapidement à Taihyo d'enlever ses écouteurs et il choisit de lui faire confiance, bien sûr. Elle hurle ensuite dans le micro, ce qui assomme Mei sur le champ, faisant réaliser à Taihyo que Mei est extrêmement sensible au son. Après son retour à la maison, Koichiro révèle que Tanpopo est la même organisation qui est également responsable de la mort de la mère de Matsumi. Les recherches de Théo sur l'accident de ses parents permettent de cibler des suspects liés à un médecin, Makoto. Koichiro suggère donc de s'introduire dans sa clinique pour découvrir son rôle dans cette affaire. Le lendemain, Taihyo et Matsumi se déguisent en vieux couple et obtiennent un rendez-vous avec Makoto, le médecin. Il admet Taihyo à l'hôpital pour des examens et tout en jouant leur rôle de vieux couple, Taihyo dit à Matsumi qu'il souhaite mourir à ses côtés, ce qui la fait rougir de plaisir. Cette même nuit, après le départ de Makoto de son bureau, Taihyo se faufile dans son bureau et découvre un fichier crypté, le projet Sumining. Le fichier révèle que la protéine d'invocation présente dans le sang des Yozakura leur confère des super pouvoirs et que leur sang peut être utilisé comme agent de duplication pour conférer ses pouvoirs à n'importe qui d'autre. Puisque cette invocation ne peut être produite en laboratoire, il faut voler le cœur du chef de famille pour la dupliquer, c'est la seule solution. À cet instant précis, Makoto revient et arrache son masque, révélant son vrai visage avant de le plaquer au sol, exposant ainsi le tatouage Tanpopo sur son cou. Quand il tente de poignarder Taihyo, le couteau est bloqué par son armure, heureusement, et quand il tente de riposter avec son pistolet taser, Makoto l'absorbe d'une manière inexplicable. Ensuite, il lance une grenade flash dans la pièce et s'échappe avec son ordinateur portable, mais Taihyo a déjà copié les fichiers sur son disque et se prépare à affronter Tanpopo. Cette même nuit, il utilise les données de son disque pour trouver davantage d'informations sur Tanpopo et apprend l'existence de l'hôtel d'Andelion, ce qui le choque profondément, car Tanpopo signifie pissenlit en anglais. Le lendemain, Taihyo se réveille et se retrouve sur un bateau au milieu de nulle part, ce qui le panique complètement. Quand il aperçoit Kyuchiro à bord, il réalise que c'est encore une de ses manigances habituelles. Kyuchiro prétend qu'il voulait simplement pêcher avec son beau-frère, mais Taihyo sait que ce n'est jamais aussi simple avec lui, jamais. C'est alors qu'un groupe d'hommes l'attaque car Kyuchiro a mis une prime sur sa tête dans le cadre de son entraînement, mais Taihyo parvient à les vaincre tous sans difficulté. À cet instant précis, leur bateau est frappé par une torpille, ce qui les projette tous à l'eau. Mais quand Théo refait surface, il aperçoit un logo Tanpopo sur l'enveloppe du missile, clairement. Kyuchiro explique ensuite que ces eaux sont la route de contrebande de Tanpopo en fait, et qu'ils ont posté un navire qui tire sur quiconque s'approche de trop près. Kyuchiro devient alors sérieux et lui dit que cette mission est une mission 5 étoiles réservée au rang or. Puisque Taihyo n'est que de rang bronze, il lui offre une chance de se retirer, mais il refuse de reculer car il veut protéger Mitsumi à tout prix. À ces mots, Kyuchiro le projette plusieurs mètres en avant, ce qui déclenche une autre torpille se dirigeant droit vers tous les chasseurs de primes. Se remémorant tout l'entraînement reçu de la famille, il ouvre la carte de guidage du missile et le désamorce juste avant qu'il n'éclate, ce qui fait sourire Kyuchiro satisfait. Juste après cela, il renvoie le missile vers le navire, le faisant exploser spectaculairement. Et alors qu'ils flottent tous les deux sur l'eau, en sécurité, Kyuchiro confirme que l'hôtel d'Andelion a bel et bien des liens avec Tanpopo. Il a également appris que Makoto s'y trouve, Taihyo infiltre donc immédiatement l'hôtel. Cependant, puisqu'il ne peut pas atteindre la suite de Makoto par l'ascenseur, il décide de se transformer en Spider-Man pour la journée. Il atteint un étage élevé où un couple se dispute violemment, brisant la fenêtre, ce qui le fait chuter dans la piscine. Finalement, il se déguise en chien et parvient au dernier étage, là où Makoto se trouve avec son garde, Nomen. Dès qu'il le voit, Nomen arrache le cadre de la fenêtre permettant à Makoto de s'échapper en hélicoptère. Ensuite, Nomen révèle que Makoto a pu reproduire les pouvoirs de la famille Yozakura grâce à un sérum, l'Azakura, et en l'injectant, son corps devient soudainement très musclé. Avant que Taihyo ne puisse réagir, Nomen le tabasse sauvagement et s'apprête à l'achever, mais une balle de haute technologie est tirée, projetant Nomen contre un mur et Shinzo apparaît pour venir en aide à Taihyo. Quand Nomen se relève, Shinzo le bombarde avec toutes les armes à sa disposition avant de jeter Taihyo du bâtiment avec un parachute. Cependant, Nomen revient et révèle qu'il a un détonateur dans la bouche et qu'il fera exploser des civils si Shinzo ne se rend pas. Et en entendant cela, Shinzo laisse Nomen le frapper pendant que Taihyo utilise de fausses bombes pour faire fuir tous les civils du bâtiment. L'hôtel évacué, Shinzo sort son bazooka high-tech assez puissant pour percer un trou dans une montagne. Dès que Nomen réalise que Taihyo a déjà piraté le détonateur dans sa bouche, il encaisse l'impact du bazooka de plein fouet et quitte la planète pour rencontrer Dieu. À ce moment, Taihyo l'appelle pour s'assurer qu'il va bien, mais un vieil homme mystérieux passe et lui demande d'être prudent.
Après le départ de l'homme, Shinzo revient et trouve l'uniforme de Taeyo couvert de son propre sang et Taeyo s'évanouit quelques secondes plus tard. Shinzo l'emmène immédiatement au laboratoire de Nano où ils apprennent qu'il a été touché des dizaines de fois aux organes internes. La seule raison de sa survie est les premiers soins de Shinzo, mais il ne se réveillera pas de sitôt. Pendant que Matsumi reste à son chevet, Kyushiro sirote son thé dans la cuisine quand Shinzo arrive et lui dit que Taihyo a été blessé devant lui. Cependant, il n'a détecté aucune arme ni assassin dans la zone, ce qui lui a fait penser que Taihyo avait déjà été attaqué. Étant donné que son corps avait une réaction retardée, Shinzo ne connaît qu'une seule personne au monde capable de faire cela. À ce moment, le réveil sonne et Shion révèle à Matsumi que plus d'1 millier d'assassins approchent de leur manoir. Il s'avère que c'est une force d'hommes dirigée par un certain Yama, tous améliorés grâce à la Zakura de Makoto. En fait, Makoto avait prévu d'entrer dans Taiyo pour que tous les frères et sœurs Yozakura se rassemblent dans la maison et soient éliminés simultanément. Alors que tous les hommes se précipitent après avoir désactivé la sécurité, ils s'arrêtent soudainement face à Goliath qui se transforme et fonce à travers des dizaines d'entre eux. Yama ordonne alors à l'une de ses escouades de prendre d'assaut le manoir, mais Kyushiro est assis sur le porche et les découpe facilement avec ses filles. Quand la situation devient critique, Yama révèle que Nomen n'avait qu'une compatibilité de 10% avec la Zakura, mais la sienne est de 60%. Il renforce alors son bras et frappe Goliath au visage, la projetant contre le manoir. Kyushiro retire ses fils à la dernière seconde pour empêcher Goliath d'être tranché, mais alors qu'il se tient devant le trou, il remarque que ses transmetteurs sont brouillés. À ce moment, quelqu'un active le confinement dans le bâtiment et les enferme tous dehors, sauf Yama. Kyoichiro sait qui est cette personne et décide de lui rendre visite. L'homme s'avère être son père, Momo, qui partageait une bague avec l'ancien chef de leur famille. Pendant ce temps, Yama coupe l'électricité du manoir et le pouls de Taiyo commence à faiblir sans oxygène. À ce moment, Matsumi se souvient que sa mère lui avait dit que leur sang possédait un grand pouvoir, qu'elle pouvait utiliser pour aider quelqu'un de spécial à ses yeux. Ainsi, elle injecte son sang dans le corps de Taeyo, mais son pouls continue de faiblir, ce qui fait pleurer Matsumi. Pendant qu'elle pleure, Yama se faufile dans la pièce et est à 2 doigts de la tuer, mais Taeyo se réveille soudainement et l'écarte. Il jure de la protéger, un éclat unique dans son œil droit, avant de se précipiter vers Yama et de le frapper violemment. Au moment où il pense pouvoir gagner, il ressent soudain une douleur lancinante à la tête et s'effondre. Yama explique que c'est l'effet secondaire de l'injection du sang Yozakura et que la plupart des gens qui l'injectent meurent immédiatement. À ce moment, Matsumi rejoint Taiyo et lui demande de se concentrer sur sa voix et de laisser son sang opérer sa magie dans son corps. En l'écoutant, Taiyo parvient à maîtriser le sang Yozakura et éveille ses pouvoirs. Peu après, Yama s'approche et projette Matsumi au loin, mais quand il tente d'attaquer Taiyo, il reçoit un coup de poing dans le ventre et tombe instantanément, mort. Dehors, Momo révèle que Taiyo s'est enfin éveillé et Kyuchiro réalise que tout cela faisait partie du plan de Momo pour forcer Matsumi à utiliser son sang sur Taiyo. Il demande au vieil homme pourquoi il a fait tant d'efforts pour rendre Taiyo fort, et celui-ci répond que c'était pour s'assurer que Taiyo puisse protéger Matsumi. Sur ce, l'homme s'en va, mais Kyuchiro est tellement furieux contre lui d'être un tel salaud qu'il détruit toute la forêt, espérant ainsi en finir aussi avec son père. De retour à l'intérieur, Matsumi se met à pleurer maintenant que Tairyo va bien et l'homme la serre dans ses bras pour l'avoir sauvé. Avant qu'ils ne partagent un moment, Shion rétablit soudainement les communications et demande à Matsumi de ne pas désactiver le confinement tout de suite. Sur ce, les frères et sœurs travaillent ensemble en parfaite synergie pour piéger tous les assaillants à l'intérieur d'un dôme et Futaba utilise sa magie du vent pour les envoyer en orbite. Pendant ce temps, le vieil homme bloque l'attaque de Kyoichiro et lui rappelle que c'est lui qui lui a appris à utiliser les fils. Kyoichiro exige alors qu'il lui rende la bague car il a abandonné leur famille et ne la mérite plus, et le vieil homme accepte. Peu après, Kyoichiro rejoint les autres et les trouve en train de maîtriser Taiyo car il est devenu fou à cause du sang Yozakura. Il dit aux autres de ne pas s'inquiéter, car c'est tout à fait normal, mais quand Taiyo se libère de leur emprise, Kyushiro doit le maîtriser avec ses fils. Il met ensuite un casque sur Taiyo et révèle que la seule façon de le ramener est de lui faire entendre la voix de quelqu'un qu'il aime. Les autres essaient de l'arrêter car ses vocalises peuvent anéantir toute vie sur Terre, mais elle hurle quand même dans le micro et ramène Taiyo à la normale. Le lendemain, Taiyo se réveille, encore courbaturé par l'épuisement dû à l'utilisation des pouvoirs du sang Yozakura. Cependant, Taiyo insiste pour aller à l'école, alors Matsumi demande à Nano de l'accompagner. Après avoir accepté, il s'injecte un sérum qui le transforme d'un modérateur Discord en un jeune homme mince et mignon, laissant Taiyo sous le choc. Alors que les deux amis se rendent à l'école, Nano explique comment son état muté empêche son corps de devenir incontrôlable, mais il le réduit quand il doit geler à l'école. Plus tard, Nano appelle Taiyo et lui demande de venir au laboratoire de biologie.
En arrivant, Taiyo trouve le corps de Nano en pleine mutation et celui-ci lui demande de lui injecter un stabilisateur. Son corps redevient alors normal, mais une fille nommée Rini arrive et vérifie nonchalamment sa fièvre en touchant son front avec le sien. Cependant, être si près d'une fille fait bouillir Nano, alors il lui demande d'aller à l'infirmerie et quitte la pièce nonchalamment. Ensuite, Nano dit à Taiyo qu'il est venu au labo pour ses médicaments mais n'a pas pu arriver à temps, c'est pourquoi il l'a appelé. À ce moment, son corps subit une nouvelle poussée de mutation, mais il se calme rapidement en chantant sa séquence génétique. Il sort ensuite un sérum qui guérirait définitivement la mutation de son corps et décide de l'utiliser, expliquant que cela changerait son corps actuel et qu'il ne pourrait plus jamais aller à l'école. Mais Taiyo, ayant vu à quel point il aime venir ici, l'empêche de s'en servir. Il se met alors à pleurer, se souvenant combien de fois Nano lui a sauvé la vie, et il veut le remercier en trouvant un moyen pour que Nano puisse continuer à aller à l'école sans avoir à s'inquiéter de ses mutations. Plus tard en classe, le bras de Nano mute pendant qu'il lit, mais Taerio lui injecte rapidement le stabilisateur avant que quiconque ne puisse le remarquer. Après les cours, Rinne se rend au laboratoire pour déjeuner, mais son serpent de compagnie avale accidentellement le médicament de Nano et mute. Quand Taiyo et Nano l'entendent crier, ils se précipitent immédiatement au labo et la trouvent par terre. Nano réalise ce qui s'est passé et jure de sauver le serpent. Il rejoint donc Rini dans la chaufferie car elle pense que le serpent a dû se cacher là à cause de l'environnement sombre et très humide. Alors qu'ils commencent leur recherche, le serpent les attaque soudainement car il est confus et souffre. Voyant cela, Nano décide de le laisser mordre son bras muté car son sang a des pouvoirs de guérison et cela ramène le serpent à la normale. Avant que Rini ne puisse le voir, Taiyo l'emporte et Nano se sent mal d'avoir causé tant de problèmes. Alors qu'il l'emmène sur le toit, l'état de Nano s'aggrave et il décide de s'injecter le sérum pour stabiliser définitivement son corps. Cependant, Taiyo l'arrête de nouveau et lui demande de chanter sa séquence génétique pour calmer son esprit. Cela permet à Nano de retrouver son état normal et il se met à pleurer, touché par la gentillesse de Taerio. À ce moment, il remarque que Rini était là depuis le début et elle est fascinée car elle pense que Nano est capable de métamorphose. Elle entraîne ensuite Taerio pour l'inscrire au club et demande même à Nano de ne pas partir, sinon elle se sentira seule. Le lendemain, Taiyo s'entraîne à l'épée avec Shinzo, mais même après avoir utilisé ses pouvoirs nouvellement acquis, Taiyo est loin derrière Shinzo. Il conseille alors à Taiyo de ne pas trop compter sur le sang Yozakura car il n'y est pas habitué. À ce moment, Matsumi arrive en courant et annonce avec enthousiasme à Taiyo qu'elle a gagné un voyage de 2 jours dans une source chaude souterraine. Plus tard, tout le monde commence à faire ses valises pour le voyage, mais Kyuchiro sanglote dans un coin car il est le seul à ne pas pouvoir les accompagner. Quand il suggère d'abandonner la mission, Futaba lui donne une claque sur la tête et le réprimande. Peu après, ils arrivent à un complexe hôtelier et Taerio se sent mal à l'aise de voir tant de voyous, mais Futaba l'assure qu'ils sont en sécurité car les combats sur place sont interdits. À ce moment, la famille Yozakura rencontre d'anciens ennemis et leur chef tente immédiatement de les attaquer. Taiyo se met rapidement en position pour défendre Matsumi, mais l'hôtesse apparaît soudainement pour les arrêter et leur rappeler les règles. Après le départ de la bande, l'hôtesse se tourne vers Taiyo, se présente comme Emma et les remercie d'avoir visité leur complexe. Alors qu'ils s'installent dans les chambres, Taiyo apprend que c'est une tradition familiale de se disputer la place près de la fenêtre. À ce moment, Nano s'approche de Shinzo et utilise son air mignon pour le manipuler afin qu'il cède la chaise. Voyant cela, Taiyo se souvient comment lui et son frère se battaient aussi pour les sièges quand ils partaient en voyage avec sa famille. Cela fait monter les larmes aux yeux de Shinzo et Kango, et il force Taiyo à prendre le siège. Dans la chambre des filles, Matsumi est assise près de la fenêtre quand Futaba lui dit qu'elle devrait aussi dire à Taiyo ce qu'elle veut et il l'acceptera sûrement. Plus tard, pendant que l'équipe mange, le gros lourdeau de tout à l'heure arrive et se met à crier sur Futaba parce qu'elle a détruit leur base. Au milieu du chaos, il lui renverse de la bière sur la tête et tout le monde se tait pensant qu'elle est sur le point de provoquer un incident à Shibuya. Cependant, Futaba se met à glousser et Shinzo révèle qu'elle ne supporte pas l'alcool. L'endroit se transformant en véritable marché aux poissons, Taiyo attrape rapidement Matsumi et se retire dans leur chambre. Là, Matsumi parle à Taiyo du bain en plein air et quand il décide de l'utiliser, elle lui propose de l'accompagner. À leur insu, Kyuchiro a terminé sa mission et est arrivé au complexe. Alors que Taiyo et Matsumi entrent dans le bain, Taiyo évite de regarder les formes de Matsumi pour ne pas s'exciter. Après qu'elle lui rappelle qu'ils sont mariés, elle se lève soudainement et lui montre une cicatrice entre ses seins. Elle révèle qu'elle l'a eue quand Tanpopo a essayé de lui voler son cœur car il peut produire des milliers de compatibles avec son sang. Elle révèle ensuite que le meilleur moment pour utiliser le sang est quand une personne est mourante car cela augmente les chances de compatibilité. Et même si elle pensait le protéger, tout avait été planifié par son père. Matsumi ne comprend pas pourquoi il ferait cela, alors tandis qu'elle se repose sur son épaule, il suggère d'aller voir le vieil homme.
Au moment où ils partagent un instant, Kyoichiro apparaît soudainement et jure de briser tous les os du corps de Taiyo, mais une Futaba ivre intervient pour le défendre. En quelques secondes, tout le complexe se transforme en une bataille royale de polochons. Quelques jours plus tard, Tsui et Oga infiltrent un laboratoire où Makoto est censé se cacher et tombe sur un flacon d'Asakura vidé. À ce moment, une bombe fait exploser tout le laboratoire et les deux s'en sortent de justesse. Makoto observe l'explosion depuis une île lointaine avant de se diriger vers la pelouse où il discute avec une dame aux cheveux blancs. Plus tard, au manoir Yozakura, Matsumi apprend d'Ayaka que Tanpopo transporte régulièrement de l'Asakura. Comme l'emplacement exact de la livraison est encore inconnu, chaque membre de la famille enquête sur tous les sites connus pour raffiner la recherche. Pendant ce temps, Makoto est dans un train avec Momo et ils sont déjà conscients de la présence de Taiyo à bord. Il s'avère que Taiyo s'est déguisé en porteur et après avoir accompli ses tâches auprès des passagers, il réfléchit au fait qu'il n'a trouvé aucune information sur Momo car il est considéré comme mort par l'État. À ce moment, il laisse tomber son arme du train, mais comme elle est déjà partie, il décide de se diriger vers la cabine en dessous. Là, il voit une dame aux cheveux blancs passer la tête par la fenêtre et la tire en arrière. Elle lui présente alors son arme qu'elle prétend avoir attrapée par la fenêtre, le laissant sous le choc. Elle se présente ensuite comme Yuki et lui demande s'il peut lui apporter du vin, mais Taiyo est soudainement appelé par une dame en colère. Elle veut qu'il ouvre la fenêtre de sa cabine car elle se sent étouffée, et Taiyo comprend enfin que tout le monde s'en plaint depuis le matin. À ce moment, il se précipite dehors et sort son téléphone pour apprendre que tout le train a été empoisonné par un gaz incolore. Il utilise ensuite son arme pour faire sauter toutes les fenêtres, ce qui permet de filtrer l'air. À ce moment, il s'approche de deux messieurs qui sirotent des boissons et il s'avère que ce sont Makoto et Momo qui avaient utilisé un poison illusoire pour se cacher. Au moment où Taiyo sort son arme, Yuki arrive et utilise ses longs cheveux pour le maîtriser avec aisance. Makoto révèle alors qu'elle est une personne rare avec 100% de compatibilité avec l'Asakura, laissant Taiyo sous le choc. En fait, Makoto a donné de fausses informations à sa famille pour les disperser tous afin qu'ils puissent faire combattre Yuki contre l'un d'eux et obtenir des données précieuses. Sur ce, Makoto et Momo entrent dans la cabine suivante et Yuki utilise ses cheveux pour la détacher du train principal. Après cela, elle commence à tabasser Taiyo et lui dit qu'il n'a aucune chance contre elle. Elle révèle aussi qu'elle était si malade qu'elle pouvait à peine marcher il y a 10 ans, mais l'Asakura l'a sauvée. Elle ajoute qu'un corps humain ne peut survivre que 10 ans avec ce pouvoir et qu'elle approche de la fin de sa vie. Même dans ses derniers instants, elle est heureuse que son combat fournisse des données précieuses à Tanpopo afin qu'ils puissent faire avancer leurs recherches. Alors qu'elle attaque Taiyo, celui-ci utilise son arme contre elle, mais quand elle révèle que ses cheveux bloquent toute électricité, il transforme son arme en épée pour la combattre. Il utilise ensuite les techniques d'épée apprises de Shinzo pour couper ses cheveux, mais ses cheveux se régénèrent immédiatement. Alors qu'elle l'assaille avec ses cheveux, Taiyo réalise soudain qu'elle utilise le code Morse pour communiquer avec lui à travers ses attaques, ce qui le laisse sous le choc. Yuki révèle alors qu'elle est responsable de la mort de sa famille et le ramène 10 ans en arrière quand les parents de Taiyo sont venus la féliciter d'avoir vaincu sa maladie. Ils lui ont aussi offert des boucles d'oreilles tournesol et lui ont dit qu'elle était comme leur fille, ce qui l'a émue aux larmes. Quand elle est sortie de l'hôpital, ils sont venus la chercher et elle était heureuse de commencer une nouvelle vie avec eux. Quelque temps plus tard, Makoto lui a rendu visite et elle l'a remercié de lui avoir sauvé la vie. Cependant, l'homme l'a emmené dans un laboratoire où il lui a montré des centaines de sujets d'expérience de l'Asakura qui n'avaient pas survécu au sérum. Alors qu'elle tombait à genoux d'horreur, Makoto expliqua nonchalamment qu'il essayait de sauver des vies et avait besoin de son aide. Il lui dit aussi qu'il avait éliminé la famille Asano pour qu'il ne s'implique pas et Yuki s'effondra en entendant cela. À présent, elle lui montre les boucles d'oreilles que ses parents lui ont données et révèle qu'elles contiennent un tracker qu'elle peut utiliser pour localiser les cachets de Makoto. Cependant, Taiyo devient fou et commence à l'attaquer sans réfléchir. Tandis que Makoto observe cela avec intérêt, Momo lui dit que Taiyo a trop utilisé les pouvoirs Yozakura et mourra dans les prochaines minutes s'il ne s'arrête pas. Alors que Taiyo le charge de nouveau, Yuki la retient et révèle qu'il est temps d'en finir car plus aucune donnée ne peut être extraite de lui. Cependant, Taiyo se libère et se coupe la jambe pour libérer du sang, ce qui l'aide à reprendre le contrôle de son corps. Avec le désir de protéger sa nouvelle famille, il prépare une puissante attaque à prise de Shinzo et tranche Yuki net. Alors qu'elle tombe, Yuki se souvient comment les parents de Taiyo l'ont traitée comme leur fille et l'ont aidée à se rétablir. Elle se prépare alors à affronter la mort, mais Taiyo la retient et lui dit que ses parents lui parlaient souvent d'une fille aux cheveux blancs, si gentille et chaleureuse qu'elle leur rappelait le soleil.
Voyant ce qu'elle est devenue, Taiyo blâme Tanpopo pour ce qui est arrivé à Yuki et à ses parents et la remercie d'avoir gardé leurs souvenirs si longtemps. En entendant cela, Yuki est ému aux larmes, mais le moment est de gâcher lorsque deux Asakura nommés Ai et Mizuki attaquent Taiyo. Au moment où ils sont sur le point de l'achever, ils aperçoivent soudain Rin et Futaba sur les rails. Avant même qu'ils ne puissent réagir, Futaba se jette sur le train et l'arrête à main nue. Elle attrape ensuite Taiyo et part, tandis que Mizuki et Ai emmènent Yuki. Rin pense qu'ils ont échoué la mission, mais Futaba est certaine que Taiyo a dû apprendre quelque chose de précieux. Quelques jours plus tard, Ai et Mizuki jouent aux cartes avec Makoto. Ils sont rejoints par un aspirant Todoroki nommé Akai et un Shikamaru aux cheveux bleus nommé Anuma. Ils sont également rejoints par Chacha et Kurosawa. Alors Makoto décide de leur organiser une soirée soupe. Pendant ce temps, Rin appelle la famille Yozakura en visio et révèle qu'elle a trouvé la cachette de Tanpopo grâce aux boucles d'oreilles que Taiyo a obtenues de Yuki. L'organisation se cache sur une île isolée et y abrite des milliers d'Asakura. Et Rin propose qu'ils attaqueront l'île ensemble dans une semaine. Kyushiro est ravi de travailler avec Hinajiku et dit à tout le monde de s'entraîner d'arrache-pied pendant les 6 prochains jours. Plus tard, Taiyo réfléchit à sa bataille avec Yuki et réalise qu'il n'est pas assez fort. À ce moment, il est surpris par Ban et Kirito qui révèlent être venus ici pour l'entraîner. Sur le terrain d'entraînement, Ban lui dit qu'il a entraîné de nombreux Yozakura en son temps, mais Momo est le plus fort de tous. Il est si doué avec ses pouvoirs qu'il peut contrôler la vitesse et la trajectoire des balles. Et la seule façon de s'entraîner est de se faire tirer dessus jusqu'à ce que ça ne fasse plus mal. Il tire ensuite sur Taiyo au visage, mais quand cela ne fait que l'égratigner, Ban révèle qu'il peut aussi ralentir les balles pour les rendre inoffensives. Il vide ensuite un chargeur entier sur Taiyo et lui demande s'il a le courage d'endurer la douleur. Quand Taiyo sort son épée, Ban lui dit de se préparer à un barrage d'1 million de balles. Pendant ce temps, Kyuchiro enseigne à Seiji et Rin le fonctionnement de ses fils. L'un d'eux coupe le brassard de Rin, révélant un tatouage Tanpopo. Kyuchiro lui dit que Kengo peut l'aider à l'enlever, mais étant l'un de leurs rats de laboratoire évadés, elle souhaite le garder jusqu'à la destruction totale de Tanpopo. Pendant ce temps, Tsui et Oga sont dans le labo de Nano, où ils révèlent avoir été modifiés aussi, mais Rin les a sauvés et a formé Hinajiku pour détruire Tanpopo. Pendant ce temps, alors que Ban lui donne ses gâteaux, Taiyo réalise qu'il est très en retard sur tout le monde, surtout après que Ban lui montre son état éveillé, le Blooming. Il montre ensuite ses compétences divines de Blooming et décide de changer l'entraînement pour que Taiyo puisse aussi éveiller le sien. Alors que Taiyo se prépare à une dure séance, Ban l'attrape et commence la danse de fusion de Dragon Ball, le moyen le plus efficace d'atteindre le Blooming. Au début, Taiyo pense que c'est une blague, mais quand Ban lui tire dessus à bout portant, Taiyo réagit en mélissoquin et dévie avec sa lame qui finit par se briser. Voyant que la danse a fonctionné, il demande à Ban de l'entraîner davantage. Alors Ban décide de tirer sur Matsumi sans prévenir. Taiyo saute instinctivement devant elle et bloque la balle à main nue. Et c'est là qu'il réalise qu'il a en fait éveillé son Blooming, ce qui rend ses mains dures comme la pierre et ses bras souples pour absorber même les impacts les plus forts, comme un bouclier. Enragé, il dit à Ban de ne plus jamais pointer son arme sur Matsumi pour apprendre qu'elle était au courant de tout depuis le début. Plus tard, Eko bat Ban et Matsumi pour avoir pris un tel risque, puis emmène Matsumi dans un sous-sol secret du manoir où se trouve un livre verrouillé contenant l'origine de leur famille. Elle explique que la clé du livre est manquante et que s'il essaie de le forcer, cela déclenchera l'autodestruction de tout le manoir. Elle demande ensuite à Matsumi si elle est prête à se sacrifier pour sauver la famille, et elle répond que oui. Juste à ce moment, Taiyo arrive et la serre dans ses bras, promettant de toujours la protéger pour qu'elle n'ait jamais à en arriver là. La nuit précédant leur mission, tout le monde se réunit sous l'arbre sacré de la famille, le cerisier en fleurs. Quand Taiyo s'en approche, son Blooming s'active soudainement et Kihiko révèle que cet arbre a des liens avec leur sang qui guérissent leur corps et leur âme, et c'est pourquoi ils se rassemblent sous lui avant les événements importants. Leur conversation est interrompue par Tsukiyo qui serre soudainement Taiyo par derrière, et Taiyo est horrifié car cela lui rappelle son oncle effrayant. Avant que Tsukiyo ne lui fasse goûter son omelette, Ayaka arrive soudainement et lui dit de reculer, et tout cela dégénère en une guerre pour savoir quelle omelette Taiyo préfère. Taiyo finit par tout manger d'un coup et déclare qu'elles sont toutes les meilleures. En entendant cela, Ayaka et Tsukiyo le portent sur leurs épaules pour s'amuser, et Matsumi est heureuse de le voir devenir un membre à part entière de leur famille. Après cela, il prépare la scène où chacun montre ses talents, ce qui se termine par un bon rire général. À la fin, Matsumi monte sur scène et informe tout le monde des objectifs de la mission de demain, qui implique aussi de découvrir les vrais plans de Momo. Ensuite, Kyushiro traîne Taiyo jusqu'à la tombe de sa mère, où il révèle que son corps a disparu, ce qui le pousse à croire que Momo l'utilise pour créer Asakura. Il demande ensuite à Taiyo de l'aider à récupérer le corps de sa mère en secret et à la reposer ici.
Mais Taiyo se demande pourquoi il lui confie cela. Kyuchiro répond qu'il ne veut pas que les autres souffrent et que lui seul devrait porter la responsabilité. Mais le discours de son fils aîné est interrompu quand Futaba le gifle. Alors qu'elle l'entraîne, Matsumi arrive et tient la main de Taiyo, lui souhaitant bonne chance pour la mission de demain. Le lendemain, la famille atterrit sur l'île de Tanpopo et Chacha informe immédiatement tout le monde de leur arrivée. Alors que Makoto se demande comment ils les ont localisés, Momo révèle que c'était Yuki et Makoto se demande si elle ne l'aime pas. Pendant ce temps, Akai se dirige vers la surface pour affronter la famille Yozakura et Makoto dit qu'elle ira bien car c'est la ninja la plus dévastatrice de l'île. Elle lance alors la main divine d'Ando pour les arrêter, mais Futaba utilise sa compétence de vent pour la dévier et créer une ouverture pour les autres. Pendant que les garçons entrent, Futaba demande à Goliath de repousser les traînards pendant qu'elle affronte un Kai elle-même. Alors que leur bataille commence, Kikiko utilise son sniper pour détruire les systèmes de défense, dont Konuma décide de se diriger aussi vers la surface. Pendant ce temps, les garçons se précipitent à l'intérieur quand ils sont confrontés par Kurosawa, le deuxième plus fort de l'île. Le retenant, Shinzo demande aux autres d'avancer sans lui. En surface, Akai se charge et envoie une autre attaque puissante vers Futaba. Et dès qu'elle touche sa main, elle jette rapidement son gant. C'est alors qu'Akai révèle que ses flammes continuent de brûler jusqu'à ce que la cible soit détruite et Futaba réalise qu'elle combat une Itachi féminine. Akai envoie ensuite plusieurs piliers de feu vers elle, mais elle commence sa liaison comme Aang pour les empêcher de la toucher. Cependant, Akai décide de tout donner et active son Blooming, ce qui crée une explosion si grande qu'elle secoue toute l'île. Voyant cela, Makoto se souvient d'une époque où Akai était une fille normale devenue victime d'un pyromane. Il lui a sauvé la vie grâce à Hazakura et lui a permis de brûler l'homme qui avait ruiné sa vie, et maintenant elle était la plus forte de toute l'île. Bien que Futaba dévie son attaque, Akai lui dit qu'elle ne peut pas dévier la chaleur, ce qui signifie qu'elle sera réduite en cendres si Akai augmente juste la puissance. Cependant, Futaba active calmement son Blooming et malgré le conseil de Mikado de l'éviter, Akai tente toujours sa chance. Alors qu'elle envoie une autre attaque, Futaba l'éteint facilement et révèle que sa capacité de Blooming lui permet de nullifier toutes les attaques. Enragée, Akai envoie un flash final vers Futaba, mais elle continue de le nullifier avec facilité. Voyant cela, Makoto demande à Akai de battre en retraite où elle se consumera, mais Akai devient folle et dépasse ses propres limites. Malgré le meilleur coup d'Akai, Futaba l'assomme et lui demande gentiment de ne pas abandonner la vie après avoir perdu sa famille, car elle connaît quelqu'un qui a surmonté le même désespoir. Pendant ce temps, Nanno et Kengo rencontrent Onuma qui les surprend en transformant l'air en glace. Ils réalisent que ces deux-là sont probablement venus sauver les sujets de test, alors Makoto lui dit de tous les éliminer pour éviter toute fuite d'informations. Après le départ d'Onuma, Ai lui demande de ne pas le faire car certains sont ses amis, mais Mizuki pose sa main sur sa tête et elle devient soudainement terrifiée. D'autre part, Shinzo combat toujours Kurosawa, le Wanabe, Satsu noir, si vicieux qu'il élimine même ses propres alliés. Comme les armes de Shinzo ne l'affectent pas, Shion pirate le système de sécurité et le sépare de Kurosawa. Elle lui demande de se regrouper avec les autres car Kurosawa est un mauvais adversaire pour lui, mais Shinzo insiste pour se battre avec son Blooming. Alors que le combat reprend, Shinzo est blessé mais se souvient alors de la première fois où il a activé son Blooming par accident, ce qui l'avait horrifié. Il ne l'a jamais utilisé depuis, mais maintenant les mots gentils de sa mère l'aident à persévérer, et il l'active enfin. Avec cela, Shinzo le charge et attaque son corps, révélant qu'il cible ses cellules pour arrêter sa régénération. Il explique ensuite qu'il est un lâche effrayé de blesser ses proches avec des armes, et c'est pourquoi il les obsède pour s'assurer de tout savoir sur elles. Alors qu'il se transforme en Docteur Octopus, Kurosawa le charge soudainement, seulement pour se faire trancher la tête. Avant qu'il ne puisse reprendre son souffle, d'autres Hazakura apparaissent soudainement, mais ils explosent simultanément grâce à la puce d'autodestruction que Makoto y a installée. C'est alors que Shion réalise que Makoto est prêt à tout sacrifier, y compris lui-même pour mener à bien ses plans. Elle localise aussi plus de 2000 tonnes de sérum Hazakura stockés dans un silo souterrain, ce qui est suffisant pour toute la planète. Bientôt, le silo explosera et déversera tout le sérum dans les océans, et il se répandra dans le monde entier. La plupart des gens qui le consommeront mourront et seuls quelques-uns survivront. Il ne reste que 30 minutes avant l'explosion. Alors Shion dirige tout le monde vers le silo et essaie de pirater les explosifs. Cependant, son plan est ruiné quand Chacha traque son signal et la pirate en premier. Il demande même à Onuma de couper toutes les sources d'énergie extérieure pour qu'il puisse atteindre Shion plus vite. Juste au moment où Shion se prépare à rencontrer Dieu, Kengo allume soudainement l'une des sources d'énergie et lui sauve la vie.
Alors qu'Onuma le rattrape, Kengo crée plusieurs clones d'ombre de lui-même et les disperse dans les tunnels pour le semer. Bien que Shion lui dise de ne pas risquer sa vie pour elle, Kengo lui dit d'arrêter d'être idiote et de compter sur ses frères et sœurs. Avec 20 et 1 minute restantes avant la détonation, Shion accepte enfin son aide et le guide vers les leviers. Cependant, Chacha transmet la position de Kengo à Onuma et il utilise ses pouvoirs de glace pour détruire plusieurs de ses clones. Chacha se lance alors dans un discours sur le fait qu'il est le plus grand esprit connu de l'humanité, ignorant que Kengo et Shion l'ont déjà trompé en utilisant de faux clones d'Onuma. Cela permet à Kengo d'activer toutes les sources d'énergie. Et avec Shion de retour à 100%, ils activent de tous deux leur Blooming pour en finir. Kengo s'approche ensuite d'Onuma et révèle que son Blooming lui permet de devenir réellement la personne qu'il copie au lieu d'un simple clone. Et grâce à cela, il peut tout apprendre sur Onuma à travers ses souvenirs. Il commence ensuite à raconter l'histoire triste d'Onuma, comment sa seule source de réconfort est morte en le protégeant du froid. Kengo utilise cela pour faire appel à son côté humain et Onuma abandonne finalement le combat. D'autre part, le Blooming de Shion lui permet de prendre le contrôle total des systèmes de la cachette et elle envoie une onde de choc au système de Chacha pour l'assommer. Tout étant sous contrôle, Taiyo et Kyushiro atteignent la porte des silos et une fois qu'ils la détruisent, ils se retrouvent face à Makoto. Kyushiro révèle alors que le détonateur est lié au corps de Makoto et si des dommages lui sont infligés, le silo explosera. Makoto dit qu'il se fiche de mourir tant que son projet réussit avant de montrer que Nano a été capturé. Il s'avère que Nano aidait les sujets de test à s'échapper quand il a été pris en embuscade par Ai et Mizuki. Mizuki a ensuite libéré un gaz soporifique dans tout le laboratoire pour assommer tout le monde. Mais Nano a réussi à rester éveillé grâce à la nature détoxifiante de son corps. Quand Ai l'attaque, il fait appel à leur humanité en leur rappelant qu'ils étaient aussi des sujets de test et que ces recherches ne pourraient les aider à survivre sans la Zakura. Cependant, Mizuki a révélé qu'ils avaient déjà un moyen de l'enlever, mais aucun d'eux ne voulait retourner dans une société qui avait ruiné leur vie en premier lieu. Actuellement, Mizuki commence à étouffer Nano avec ses pouvoirs et Makoto dit à Taiyo qu'il peut arrêter la douleur de Nano en l'attaquant et en faisant exploser tout l'endroit. Bien que tenté, Taiyo se souvient soudainement qu'ils ont des alliés juste au moment où Oga et Sui apparaissent pour sauver Nano. Immédiatement après, l'association d'espions et Hinajiku apparaissent tous deux et font pencher la balance en faveur des héros. Voyant cela, Ai se déchaîne car elle croit que ces gars sont là pour détruire sa maison. Alors Nano décide d'activer son Blooming pour changer la donne. Grâce à son pouvoir, il peut détoxifier n'importe quel poison, non seulement dans son corps, mais aussi dans une large zone autour de lui, lui permettant de vaincre Mizuki avec facilité. Cependant, Ai commence soudainement à gémir et Sui note que son corps ne peut pas suivre la Zakura, ce qui signifie qu'elle mourra en quelques minutes. Nano lui prend rapidement la main et essaie de la soigner, mais ses méthodes ne fonctionnent pas. Juste à ce moment, Mizuki commence à lui injecter son propre Hazakura, réalisant enfin qu'il a fait une erreur en l'entraînant dans ce désordre. Alors que son corps s'effondre, il demande à Nano de la ramener à la lumière, et Nano promet qu'il le fera. Alors qu'Ai reprend conscience, elle supplie Mizuki de ne pas la quitter, mais il est déjà trop tard. Cela fait, Shion retire le lien de détonation du corps de Makoto et informe Taiyo qu'il peut l'attaquer. Taiyo sort alors son arme améliorée, mais quand Makoto bloque son attaque, Kyushiro utilise ses fils pour le découper. Cependant, Makoto rattache facilement son corps, et Kyushiro révèle que ce type est en vie depuis plus de 100 ans. Makoto active alors son Blooming et Taiyo est choqué d'apprendre que ses yeux ressemblent à ceux de la famille Yozakura. Il prononce ensuite son discours de méchant concernant le déséquilibre de pouvoir dans ce monde et comment il veut que tout le monde soit également fort en leur offrant le pouvoir de Yozakura. Il révèle ensuite que son Blooming lui permet de recréer ses sujets de test à volonté et part pour faire détonner le silo manuellement. Coincé derrière un mur de chair, Kyushiro utilise ses fils pour lancer Taiyo à travers afin qu'il puisse combattre Makoto pendant qu'il reste en arrière pour nettoyer. Alors que Taiyo se précipite vers la chambre la plus profonde, Shion lui dit qu'elle désactivera les bombes dans 5 minutes, après quoi il pourra détruire les réservoirs. Juste au moment où Makoto est sur le point d'activer les bombes manuellement, Taiyo l'atteint à temps et le plaque au sol. Mais Makoto lui fait des trous avec ses lames. Bien qu'il saigne abondamment, Taiyo continue de le plaquer jusqu'à ce qu'il utilise une compétence pour lui montrer une partie de ses souvenirs. Dans ses souvenirs, il voit Tsubomi, la première chef de la famille Yozakura, laisser volontairement Makoto faire des tests sur son sang. Elle voulait anéantir toute la famille car elle voyait leur pouvoir comme une malédiction et elle était prête à sacrifier tous ses descendants pour y parvenir. Alors que Taiyo revient à la réalité, Makoto lui dit que sa mort n'accomplirait rien car Taiyo ne comprend
comprend même pas le grand plan. Cependant, Taiyo lui coupe soudainement le bras et dit qu'il ne se soucie que de protéger Matsumi et de venger sa famille. Soudain, son corps commence à muter et Makoto explique qu'il lui a injecté son propre sang qui est comme un poison qui ne fonctionne que sur lui. En quelques secondes, Taiyo s'évanouit dans les bras de Makoto, ce qui le ramène à un autre flashback. Dans celui-ci, Makoto s'est fait tirer dessus par des militaires qui avaient reçu l'ordre d'amener Tsubomi au gouvernement pour qu'elle soit transformée en rat de laboratoire. Cependant, Makoto avait déjà pris des contre-mesures, alors il a fait exploser le laboratoire et les a tous éliminés. Au seuil de la mort, il a dit à Tsubomi qu'elle était libre, mais elle ne comprenait pas pourquoi il l'a laissée partir malgré son utilité évidente. Il lui a dit que tout ce qu'il avait vu dans sa vie était la mort, ce qui lui avait montré à quel point une vie humaine était fragile. Mais ensuite, il l'a rencontrée et a réalisé qu'elle était la prochaine étape de l'évolution humaine, et il pensait que si elle dirigeait le monde, il deviendrait un meilleur endroit. Maintenant qu'il mourait, il voulait s'assurer que Tsubomi vive sa vie pleinement, mais Tsubomi fut tellement émue par ces mots qu'elle voulut réaliser son rêve et partagea ses pouvoirs avec lui. Actuellement, Taiyo est aussi sur le point de mourir, mais son anneau brille soudainement et il se souvient que Matsumi lui a dit qu'elle pouvait activer ses pouvoirs manuellement à travers lui. Cela lui permet d'utiliser son blooming, ce qui décuple ses défenses et lui permet de bouger. Au même moment, Shion lui dit que les bombes ont été désactivées. Alors, avec une force retrouvée, il donne un coup et détruit tous les réservoirs contenant le sérum Asakura. Cependant, Makoto absorbe la majeure partie du déversement, devenant le boss final de Resident Evil 7, et révèle qu'il peut s'autodétruire pour mener à bien ses plans. Juste au moment où les choses deviennent folles, la famille Yosakura arrive soudainement pour aider Taiyo. Travaillant en parfaite synergie, ils submergent Makoto d'une attaque après l'autre, mais aucune de leurs attaques ne semble fonctionner pour une raison quelconque. Puis soudain, Taiyo aperçoit une lueur verte sur Makoto et signale Kyushiro qui explique que Makoto est à quelques secondes d'exploser. Ils doivent l'achever avec leur prochaine attaque et Taiyo sera au centre de celle-ci. Au début de l'attaque, cela semble n'être qu'un ensemble d'attaques aléatoires de chaque membre, ce qui fait baisser la garde de Makoto. En réalité, tous les membres aident Taiyo à se déguiser en rocher pour qu'il puisse passer inaperçu devant Makoto. Kyushiro a accepté ce plan car Taiyo était certain qu'il y avait un laboratoire secret sous les pieds de Makoto et comme il s'y attendait, il en a trouvé un. À l'intérieur, il trouve le corps de Rei, l'ancien chef de famille, couvert de fils étranges. Et quand il le touche, Makoto lui dit télépathiquement que ses fils lui fournissent le pouvoir dont il a besoin. Il ajoute que détruire l'un d'eux provoquerait une énorme explosion qui le détruirait, mais Taiyo s'en fiche et tire sur les fils. Ce qui suit est une explosion massive, mais Kyushiro sourit au-dessus, car il sait que le blooming de Taiyo est le seul pouvoir capable d'y résister. Comme prévu, Taiyo apparaît indemne en portant le corps de Rei. Pendant ce temps, les niveaux d'Asakura de Makoto commencent à baisser, mais quand il essaie de se faire exploser, ses frères et sœurs travaillent ensemble pour le maîtriser. Taiyo retourne ensuite à la surface et assomme Makoto juste au moment où tout le monde s'occupe du reste des Asakura. Taiyo remercie ensuite Matsumi de lui avoir sauvé la vie et elle déclare cette mission un succès, les yeux larmoyants. Après cela, Taiyo emmène Kyushiro au laboratoire où il trouve le corps de sa mère. Dehors, Ban rencontre son fils Momo qui porte le cœur de Rei dans une mallette. Il demande à Momo de rendre le cœur, mais quand Momo refuse, Ban l'attaque avec son arme. Momo bloque la balle avec sa main, laissant une marque qu'il promet de se souvenir avant de disparaître. Plus tard, Makoto est arrêté et mis en prison, tandis que ses sujets de tests survivants sont placés sous surveillance par les organisations d'espionnage. Quelques jours plus tard, Matsumi passe une nuit blanche et termine son rapport sur la mission. Elle décide ensuite de se promener et trouve Taiyo s'occupant de la tombe de Rei. Alors qu'ils rendent hommage ensemble, Taiyo promet qu'ils découvriront un jour l'histoire de son père aussi, ce qui la rend émue. Quelques semaines plus tard, Taiyo se réveille et trouve Matsumi en robe de mariée, ce qui le fige. Juste à ce moment, Kengo lui met un costume et Futaba lui dit qu'ils ont un vrai mariage cette fois. Peu après, Taiyo et Matsumi se retrouvent à la réception avec des dizaines de leurs amis et collègues présents. Après quelques folies de mariage, les frères et sœurs sont surpris par une vidéo de leur mère que Futaba gardait depuis des années. La revoir après tant d'années fait pleurer Matsumi, surtout quand elle apprend que sa mère voulait que la vidéo soit diffusée à son mariage. Rei a aussi demandé au futur mari de Matsumi de prendre soin d'elle et Taiyo a promis qu'il le ferait. Taiyo découvrira-t-il un jour les secrets que Momo cache? Dites-le nous dans les commentaires. Laissez un like si vous avez aimé. Et si vous voulez voir plus de résumés incroyables, regardez cette vidéo à l'écran.